Le social des Congolais en cette période de vache maigre constitue l'ossature de cette chronique des BFN causes, conséquences et pistes de solutions à épingler ce soir. Bienvenue à vous qui nous suivez au Congo et au-delà. Bonsoir Bruni. Bonsoir Gabriel. Et bienvenue. Merci. Des salaires impayés depuis des mois, des pénuries d'eau et d'électricité, une inflation galopante. Comment les Congolais parviennent-ils à survivre au quotidien? Oui, c'est difficile de parler de ces affres d'adversité. On va encore parler peut-être de ces embûches que les Congolais rencontrent au quotidien. Vous savez, ce qui est bien, c'est que le peuple congolais est un peuple résilient. Depuis plusieurs décennies, nous traversons une période financièrement, économiquement, on va dire sociale, assez troublée, assez mouvementée. Mais on constate que le peuple est resté résilient, resté fort. Il faut savoir que au quotidien, vous le savez qu'il y a plusieurs familles qui ont réduit leur train de vie. C'est-à-dire que ceux qui, aujourd'hui, hier par exemple, pouvaient avoir 2-3 repas, avec ces difficultés, il n'est plus possible d'avoir 2-3 repas. Et ça remonte à plusieurs années quand même. Il y a aussi des familles aujourd'hui qui n'arrivent pas à scolariser leurs enfants. J'ai rencontré des familles, jusqu'à maintenant, on parle, nous réalisons donc cette chronique. Il y a des parents qui n'ont pas encore trouvé de moyens d'envoyer leurs enfants à l'école parce que l'école, c'est vrai qu'elle est entre guillemets gratuite, mais on sait qu'il y a parfois des transferts qu'il faut payer, il y a des TD, des inscriptions, et ceux qui vont dans les écoles privées, et surtout, il faut donc faire face à tous ces besoins. Et vous avez également aujourd'hui des familles qui sont disloquées totalement parce que la femme, ne supportant plus la galère dans la maison, préfère aller ailleurs ou encore s'offrir au plus offrant. Vous avez aussi des familles qui ont perdu les leurs, parce que le père qui est à la retraite depuis quelques mois ne perçoit pas donc sa pension. Vous avez ceux qui sont dans des institutions qui n'arrivent plus à faire face à leurs donc besoins quotidiens et qui aujourd'hui sont totalement plongés dans la dépression, dans des hypertensions. Et c'est comme ça que vivent les quotidiens, les Congolais au quotidien. Et nous avons suivi sur Tchelika les témoignages des travailleurs de la STPI, l'un d'eux qui a témoigné aujourd'hui d'être débarqué donc de ce long logement, et simplement parce qu'il aujourd'hui à peu près 8 mois donc de loyer impayé, et finalement le propriétaire qui s'attend à quelque chose chaque fin du mois pour faire aussi face à ses besoins ne peut plus supporter. Et donc il y a tout cela au quotidien, et vous avez donc également tout ce que nous connaissons, ces problèmes d'électricité, voilà, des familles entières qui ne peuvent pas faire face à cela, les problèmes d'eau qu'il faut parcourir des kilomètres et des kilomètres, d'aller d'un quartier à un autre dans l'espoir d'espérer d'avoir de l'eau potable. Et voilà au quotidien comment vivent les populations. Mais il faut retenir que ces difficultés jusqu'à maintenant et depuis toujours n'ont pas fléchi, n'ont pas brisé le côté fort de ce peuple qui est resté résilient. Ce n'est pas que le peuple est aujourd'hui habitué à la pauvreté, à toute cette galère, mais simplement le peuple sait que ce qui est plus important, c'est de rester debout, c'est de rester fort pour ne pas croupir, pour ne pas se fragiliser face à tout ce qu'on vit. Mais sinon, le quotidien de chacun de nous, tous les jours ou presque, est de plus en plus difficile. Est-ce que les autorités ont pris des mesures concrètes pour soulager les populations face à cette crise, ou les Congolais doivent-ils s'attendre à une aggravation de la situation? Bon, vous constatez que, vous parlez de l'aggravation, je préfère de la sanctuation de cette crise, ou encore on constate que finalement cette crise depuis quelque temps s'empire.
même si en début de 2021, on a connu plus ou moins un moment d'apaisement social. Quand je parle d'apaisement social, permettez-moi l'expression, je fais allusion à une période 2021-2022 où les pensions des retraités, des salaires et donc des transferts, les budgets des transferts étaient donc payés régulièrement. Les fonctionnaires, comme d'habitude, ont toujours leur salaire. On a connu un peu cette période. Après, donc une période qui était très tumultueuse, où la crise était totale, où on a connu aussi des grèves plus pires que ce que nous connaissons, aujourd'hui. Et finalement, malheureusement, on constate que la fin de 2024, surtout le milieu de 2024, sinon depuis le début de 2024, on a commencé à connaître véritablement les soucis d'électricité, on a commencé à connaître les retards dans les arriérés des pensions, des pensions des retraités, on a commencé à connaître les problèmes dans le transfert des budgets. Voilà, vous me posez la question de savoir, est-ce que les mesures sont prises? Est-ce que le gouvernement est mis en branle pour résoudre le problème? On constate que, comme dans toutes les familles, il serait quand même irresponsable pour le gouvernement de rester le bras croisé quand on sait que rien ne va, quand on sait qu'il y a des pleurs partout, quand on sait que le peuple s'alarme face aux difficultés et donc qui devient de plus en plus, je parlais tout à l'heure des affres de la diversité. Alors, donc, le gouvernement, on constate qu'il y a une sorte de mobilisation, il y a une sorte de prise de conscience d'abord. On constate que le gouvernement a pris conscience qu'il y a véritablement crise puisque le président de la République l'a reconnu dans son discours en début d'année et même le discours à la veille du 15 août. Il reconnaît que le pays est en crise, mais lui, il reste pas fatal, il reste pas pessimiste, il garde espoir. Vous avez aussi le Premier ministre et qui s'est rendu compte finalement qu'avec toutes les batteries des promesses, avec les difficultés qu'il rencontre, même si on a réussi à avoir la 5e revue et qu'on tombe vers la 6e revue avec le FMI, mais il a pris conscience qu'il fallait donc revoir le PND, essayer aujourd'hui de mettre en place tout un groupe de travail pour faire pression, on va dire, sur la fiscalité, sur lutter un peu plus ou moins contre la corruption afin de collecter des fonds. Donc quand on regarde toutes ces initiatives, quand on regarde toutes ces réformes qui sont prises aujourd'hui, on pense que le gouvernement, on ne pense pas, on constate, on voit que le gouvernement n'est pas resté les bras croisés. Ce qui est vrai, c'est que l'ampleur de la crise est telle que tout ce qu'on peut peut-être faire maintenant ne va peut-être pas se ressentir ou avoir de l'impact positif à la minute, à la seconde près, mais le gouvernement, il faut le dire, n'est pas resté bras croisés puisque on constate que les initiatives sont prises. Je parlais tout à l'heure pour résumer, la mise en place d'un groupe de travail pour collecter les fonds. On a vu comment le gouvernement a essayé de réajuster en renforçant, on va dire, les prérogatives, sinon les pouvoirs du ministre du budget pour lui permettre réellement d'aller à la quête, sinon à la chasse des fonds qui sont parfois détournés. On a constaté également que avec le FMI, les discussions vont bon train, qu'on est arrivé presque à la 6e revue. On constate également les interpellations à gauche, à droite pour dire finalement, il faut qu'on arrête avec la corruption, il faut qu'on arrête avec la gabegie, il faut réellement arrêter avec le désordre. Donc, à ce niveau, on peut dire que le gouvernement se mobilise tant soit peu, mais ce n'est pas suffisant pour combler cette érosion sociale que nous constatons depuis quelques années. Merci Brony. Peut-on espérer des solutions rapides ou est-ce que cette crise risque de s'installer durablement et de rendre la vie encore plus difficile? Bon, il faut pas être pessimiste. Dans tous les États actuellement, je ne fais pas la comparaison ou je ne veux pas trouver les excuses pour dire que finalement que le Congo doit se complaire dans sa situation actuelle pour y demeurer. Non, c'est vrai, quand vous regardez à travers le monde, il y a plusieurs pays, même les pays occidentaux, traversent des moments difficiles. En Afrique, c'est difficile. Mais cela n'est pas une excuse pour le Congo de ne pas se mobiliser, de ne pas mettre tous les moyens qu'il faut rassembler tous les moyens pour sortir de cette situation. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas rester pessimiste pour dire finalement,
c'est la fatalité, c'est la fin. Il faut plutôt puiser dans les solutions qu'il faut, les solutions viables et fiables, puisque dans le passé, nous avons connu des crises, parfois des crises plus graves que ce que nous avons connu. Nous avons connu des moments très difficiles où tout le pays était totalement à terre. Si le Congo a réussi à traverser ces périodes, à surmonter ces moments où l'État n'existait plus, où on ne se reconnaissait plus en tant que compatriotes et citoyens d'un même pays, si on a réussi aujourd'hui à briser même les frontières tribales, si on a réussi aujourd'hui à rassembler tout le monde après tout ce qu'on a connu, pourquoi ne pas espérer que cette crise financière passera comme toutes les autres crises que nous avons connues dans ce pays? Puisque de part et d'autre, vous avez le gouvernement qui, au regard de ce qui se fait, est en train de se mobiliser, est en train de couper les cheveux en quatre. On a même vu le budget 2025 qui fait polémique actuellement. Comment le gouvernement fait tout pour trouver des moyens afin de surmonter la crise. Et de l'autre côté, vous avez aussi cette pression sociale qui pousse le gouvernement à agir. Vous avez la population qui fait pression, vous avez des hommes politiques qui font pression sur le gouvernement, vous avez la société civile qui fait pression sur le gouvernement pour dire finalement il faut que ceux qui sont aux commandes de l'État prennent conscience, soient responsables, engagent les véritables réformes. Donc quand on regarde comment les choses fonctionnent actuellement, donc on ne peut pas rester sur nos fauteuils pour dire qu'il y a la fatalité. Forcément, l'on sortira de cette crise. Seulement, si réellement le gouvernement décide de prioriser ce qui est essentiel, puisque tous on sait aujourd'hui qu'est-ce qui bloque, qui a toujours bloqué l'évolution du pays. Au cœur de tout cela, nous savons qu'il y a la corruption. Au cœur de tout cela, nous savons qu'il y a l'impunité. Au cœur de tout cela, nous savons qu'il y a des détournements. Au cœur de tout cela, il y a ce que nous savons, le manque du patriotisme. Et donc, on connaît réellement les causes, les conséquences sont là, et nous avons les solutions. Il suffit juste que le gouvernement vise face à cette crise que nous vivons aujourd'hui, soit courageux de décider, de mettre en œuvre les solutions qu'il faut pour que finalement le pays sorte de cette crise. C'est une crise qui est à la fois internationale, mais aussi locale. Déjà au niveau local, si les efforts sont faits, on peut donc, à un moment donné, élever notre niveau économique, notre niveau financier, finalement, pour que l'on sorte de cette crise. Et doit-on craindre le pire pour le Congo-Brazzaville? Le pire, il faut pas qu'on arrive au pire, sinon l'on dira que le pire y est. Parce que quand on n'a pas l'électricité, quand on n'a pas l'eau et quand on a 48 mois pour ceux qui sont au CFCO, leur salaire, quand on a même 5 mois pour le CHU, quand on a parfois 6 ans pour certains enseignants de l'université Marengwabi qui aient leur salaire, et c'est déjà le pire. Maintenant, le pire qu'il faut craindre ici, c'est réveiller les démons de la destruction. Parce que je disais tout à l'heure que le peuple est resté résilient. Face à ces difficultés, les solutions qu'il faut trouver, c'est réellement comment s'unir, comment s'entendre, comment dialoguer, comment se rassembler, comment utiliser les talents des uns et des autres, les compétences des uns et des autres pour surmonter la crise. Donc c'est le moment où le gouvernement doit tendre la main à l'opposition qui a certainement des propositions et qui peuvent faire sortir le pays de la crise. C'est le moment que le gouvernement devrait tendre la main aussi à d'autres experts qui ne se retrouvent pas dans cette sphère politique. C'est le moment de tendre la main aux filles et fils de la République qui sont à l'extérieur du pays, qui peuvent aussi apporter leurs compétences, qui peuvent aussi être utiles pour le pays. Donc c'est le moment de faire ce mélange. Et aussi le moment de mettre de côté tous ceux qui ont failli jusqu'ici, qui n'ont pas pu apporter les résultats malgré les moyens financiers qu'on a déboursés, malgré toutes les opportunités que le Congo a pu avoir. C'est le moment qu'il faut. C'est pour cela, c'est ce qui est prioritaire. Donc, si nous nous concentrons sur ça, et puisque c'est l'essentiel, on ne pourra plus
on ne pourrait plus parler du pire dans le sens de la destruction parce que aucun Congolais, du nord au sud, n'acceptera que ce pays retombe ou revive tout ce que nous avons connu dans le passé. Sinon, ce serait reculer de 50 ans en arrière. Ça veut dire encore 2 ou 3 générations qui seront totalement, qui perdront tout, qui finalement seront totalement détruites. Et je dois comprendre par là que tous les Congolais doivent s'unir, travailler main dans la main pour éviter une fatalité? Je le disais il y a quelques jours dans une autre chronique que nous avons réalisée ici, qu'il faut une révolution mentale. Il faut une véritable révolution mentale. Pourquoi je le dis? Parce que quand on regarde depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, je reviens sur ce que j'avais dit, vous constatez que tous les dirigeants qui sont passés ont quand même mis en place des politiques de transformation, de développement du pays. Et quand vous regardez même le dernier projet de société ou le programme du gouvernement qui est en exécution aujourd'hui, vous constaterez que les projets qui s'y trouvent sont des projets réellement qui peuvent contribuer au développement du pays. Mais diable, pourquoi, avec autant d'argent qu'on a mis en place, qu'on a disponibilisé par exemple pour les 2 années de l'éducation il y a quelques années, l'année de la santé, où on a donné autant de milliards par exemple au CHU, où on a déboursé beaucoup d'argent pour la municipalisation accélérée par exemple, pourquoi diable le Congo n'est pas toujours sorti de tout ce que nous vivons? Ce ne serait pas la responsabilité d'une seule personne, ce ne serait pas la responsabilité, on va dire, d'un seul enseignant, ce ne serait pas la responsabilité d'un seul ministre ou encore d'un seul parti politique ou encore du président de la République seul. En ce moment, nous comprendrons qu'il y a toute une chaîne de responsabilités. C'est pour cela que pour qu'on y arrive, pour que ces choses-là ne se répètent pas, il faut que l'on décide de pratiquer, d'appliquer ce qu'on a dit dans ce pays-là, la rupture avec les mauvaises habitudes, avec les mauvaises traditions, avec le mauvais comportement, la rupture avec les détournements, la rupture avec la corruption. Il faut que l'on change dans ce pays. Ce qu'on a dit, le logiciel mental, c'est même l'argument qui a été développé dans ce pays par l'un des plus grands universitaires de ce pays, qu'il faut que l'on change ce logiciel mental. C'est ça ce qu'on appelle la révolution. Le logiciel mental, le changement de mentalité, la rupture. Mais si on n'arrive pas à ça, ce serait difficile parce que moi j'appelle ça le fonctionnaire rongeur, le chef de service qui est dans une administration, qui vend les actes de naissance, ce fonctionnaire de l'État qui veut avoir les pourcentages sur tous les services qui sont d'ailleurs gratuits. Comment voulez-vous qu'à ce niveau que les choses fonctionnent si nous ne réussissons pas à changer la mentalité, si nous ne réussissons pas à privilégier l'intérêt général? Parce que qu'est-ce qui se passe dans notre pays? C'est que dès que vous avez une fonction, la priorité c'est que je me sers d'abord. On se précipite à se servir. Vous constaterez que c'est comme ça dans le pays. Mais si nous ne changeons pas cette mentalité, pour dire que le Congo est l'unique patrimoine, l'unique richesse que nous avons et que nous sommes condamnés à vivre ensemble, à partager ce pays ensemble, que le Congo ne m'appartient pas qu'à moi seul et que je le partage avec 4 millions, 5 millions des autres citoyens. Et en ce moment-là, si nous ne prenons pas conscience que je ne peux pas voler, que je ne peux pas me servir, que je dois partager tout avec les autres, ce serait très compliqué de réussir, quels que soient les premiers ministres, les ministres qui passeront, quel que soit, même si nous arrivons à changer dans quelques années, même dans 10 ans, 20 ans, un chef d'État, si ces mentalités ne sont pas changées et que s'il n'y a pas une révolution mentale, comportementale, on ne réussira pas. Restons-y sur la révolution dont vous avez eu à parler les semaines passées, mais cette thématique a été mal comprise ou bien mal appréciée. Est-ce que vous pouvez apporter quelques éclairages sur cette thématique? Bon, je crois l'avoir dit que le mot révolution me souvent fait peur, ou encore est souvent renvoyé à la révolte populaire. Ce mot est souvent renvoyé à la violence, malheureusement, mais nous savons que la révolution exprime aussi, et surtout dans le contexte actuel, la révolution explique le progrès. La révolution explique ce que je venais de dire tout à l'heure, le changement de mentalité. Nous avons connu la révolution industrielle, nous avons connu
comme disait Martin Luther King, si les valeurs ne prennent pas le dessus sur nos passions, sur nos intérêts personnels, il sera difficile de réussir. Donc aujourd'hui, la révolution dont on parle dans les chroniques de Befeine depuis la dernière fois, il s'agit de ce qu'on a déjà dit dans ce pays, de la rupture, de la lutte contre la corruption, de changement de comportement, de changement de mentalité, parce que nous avons malheureusement développé dans ce pays, à tous les niveaux, des attitudes, des habitudes, la manière de faire et d'agir qui ont contribué malheureusement à régresser le pays. Vous regarderez même les débats sur la toile. Quel est le niveau des débats? Quel est le contenu? Vous regarderez comment les gens sont devenus aujourd'hui susceptibles. N'importe quoi et rien nous émeut. C'est-à-dire que pour rien, quelqu'un va se mettre à déverser la haine, à déverser la calomnie, à déverser les mensonges, à s'attaquer aux autres sur la toile. Pour rien. On se rend aussi compte que, je le disais, on vous nomme quelque part, on se sert. Dans l'impunité totale. On est dans un état où personne n'aime la sanction. On est dans un état où finalement, si vous êtes contre quelqu'un, rien ne peut se régler d'une manière légale. On utilise d'autres moyens pour vous détruire. On est dans ce pays où on a réussi à développer la haine. Vous savez que nous sommes tous Congolais. C'est-à-dire que pour ceux qui gèrent et pour nous qui sommes ici. Ça veut dire, je prends un cas simple. Le président de la République, 2 mois après demain, prendra sa retraite peut-être. Il restera congolais. Il restera notre père de la nation. Il restera notre père, il sera notre frère, il sera notre oncle. Puisqu'il est congolais, il est chez lui. Imaginez que l'on développe vis-à-vis de ce monsieur de la haine. Simplement parce qu'il n'a pas tenu une promesse quelconque. Simplement parce qu'il n'a pas réussi à développer entièrement son projet de société. Dites-moi quel sera l'avenir du pays. Si nous réussissons à nourrir de la haine vis-à-vis de nous, on peut être contre sa politique, mais on peut pas être contre sa personne. On peut dénoncer le fait peut-être que rien ne marche, mais on ne peut pas nourrir de la haine. Mais malheureusement, c'est ce que nous constatons. Mais si nous ne réussissons pas à comprendre que finalement, tout ce qui nous unit dans ce pays, c'est ce pays. Tout ce qui nous rassemble dans ce pays, c'est ce pays. Tout ce qui fait de nous des Congolais, c'est parce que nous sommes au Congo. Et si nous ne le comprenons pas, il serait difficile d'avancer. Donc la révolution dont on parle aujourd'hui, c'est cette rupture qu'il faut bousculer les codes pour que le Congo, comme on voit ailleurs, que la culture prime, la culture de paix, la culture on va dire de confiance, que cette culture de tolérance prime, que cette culture de fraternité, de complémentarité. C'est ça le problème. Donc ce n'est pas ce que les gens ont essayé de comprendre ou d'interpréter à leur manière. Nous parlons d'une révolution de mentalité et qui doit réellement avoir lieu. Sinon, finalement, on va tourner là-dessus. Et que doivent faire des Congolais pour que le pays aujourd'hui devienne fort dans tous les secteurs d'activité? Regardez, déjà en tant que journaliste, je voulais le dire que je ne peux pas, moi, encourager ce qui est contre la loi. Et je m'appuie que sur ce qui est la loi. Quand vous regardez la Constitution aujourd'hui, la Constitution permet aux Congolais, demande aux Congolais, des citoyens de donner leur pouvoir à un citoyen, sinon aux citoyens, pour ce qui concerne le Parlement et d'autres, les parlements, donc les collectivités locales. C'est dans la Constitution. Mais ce choix de confier la destinée du pays ou le pouvoir à un citoyen ou à d'autres est constitutionnel. Ça se passe par les élections au Congo. Ça veut dire que c'est la première sanction. C'est là où il faut comprendre. C'est pour ça que je pense quand on parle du changement, il y a aussi ce qu'il faut voir que si nous sommes arrivés à ce niveau, c'est parce que pendant longtemps, nous n'avons pas voté les projets de société. Nous n'avons pas voté la vision des hommes en réalité. Nous avons voté parce que nous avons reçu un t-shirt, nous avons reçu, par exemple, 2000 francs, 5000. Nous avons reçu sans comprendre réellement à quoi s'attendre. Ça, c'est une bonne partie des citoyens. Il y a aussi des citoyens qui ont voté parce que nous savons que nous avons en face de nous un homme qui s'est battu depuis plusieurs années à maintenir ce pays dans une stabilité, au point où nous n'avons pas, comme d'autres pays, parfois de la sous-région, qui sont dans l'instabilité totale depuis plusieurs années.
Donc, il y a des Congolais qui pensent que c'est l'homme qu'il faut parce qu'il garantit la paix, parce qu'il fait tout pour que nous n'ayons pas de conflits dans ce pays. Maintenant, s'il faut qu'on avance, tout doit commencer par là. Il faut qu'on arrive à un moment donné où les populations doivent demander un bilan. Vous avez entendu le chef de l'État dire lui-même que le moment viendra où je rendrai compte parce qu'il est conscient que tout passe par là. Il y a un peuple qui m'a fait confiance. Au retour, je dois leur rendre compte de ce que j'ai fait et de ce que je n'ai pas pu faire. C'est ce qu'il faut s'attendre. Et ça, c'est constitutionnel. Il faut qu'on arrive à un niveau où les dépenses électorales doivent être plafonnées. Qu'on interdise à un moment donné les t-shirts, les 2000 qu'on donne pour que l'on vote réellement la vision des normes, les projets des hommes, que d'aller voter parce qu'il y a un citoyen qui m'a offert un pagne, un t-shirt, qui m'a pu pendant les périodes électorales m'installer un câble électrique pour nous permettre d'avoir de l'électricité et après il n'y a plus rien. C'est tout ce qu'il faut voir de fond en comble. Tout commence par là. Et après, les citoyens doivent comprendre que un pays, un État ne se construit pas qu'avec un seul homme, sinon on ne peut pas réussir. Il faut que chacun apporte à son niveau de responsabilité la contribution qu'il faut, sa pierre à l'édifice pour que l'on avance. Voilà ce que je peux dire. Merci Bruni pour ces éclaircissements. Merci Gabriel. La gestion efficiente des ressources financières est donc impérative pour sortir le Congo dans l'épidémie des grèves qui touche presque la quasi-totalité des secteurs d'activité du pays. Les chroniques de BFM vous disent au revoir, portez-vous bien. Merci, à très bientôt.